présenter essentiellement le travail de l'association Négawatt, qui est une association d'experts de l'énergie, mais qui travaille sur la transition énergétique. Et la transition énergétique, comme on le verra, c'est évidemment l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'ensemble de la société, mais c'est aussi l'affaire justement d'autres corps, d'autres professionnels, d'autres champs que celui des énergéticiens. Et donc c'est vraiment important pour nous, en tant qu'énergéticiens, d'avoir des échanges avec des gens qui, de leur point de vue professionnel, attrapent parfaitement cette question de la transition énergétique et s'en saisissent avec leur problématique. Donc voilà. Encore une fois, je suis vraiment ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Et donc je vais vous présenter le travail de l'association Négawatt, qui est une association créée en 2001, qui fait différentes choses, mais qui travaille essentiellement de manière régulière à la production d'un scénario. Les premiers ne s'appelaient pas transition énergétique, et celui qu'on a fait en 2011 s'appelait scénario de transition énergétique, et je pense qu'on a contribué à installer ce terme dans le débat français. Des scénarios, en tout cas, énergétiques soutenables pour la France à l'horizon de 2050, à l'horizon d'un long terme suffisant pour engager l'ensemble de la transformation de notre système énergétique. Et donc c'est une association qui rassemble aujourd'hui environ 1 million de membres, mais qui est surtout, dont le travail est surtout porté par un groupe d'une vingtaine d'experts dont je fais partie. Voilà, en plus du scénario, on travaille évidemment sur des politiques et mesures, et on est aussi actif que possible dans le champ du débat sur la transition. Et puis à titre personnel, puisque Bertrand Folléa l'a évoqué, je suis consultant indépendant dans une structure associative qui s'appelle WISE Paris, qui travaille surtout sur la question nucléaire. Donc je suis un des rares experts critiques indépendants sur le nucléaire en France, aussi bien sur les questions de sûreté que sur les questions économiques, etc. Et puis je travaille aussi beaucoup sur la question de la prospective énergétique, et notamment au sein de l'association Négawatt. Je vais commencer par un petit rappel sur le pourquoi de la transition énergétique, autrement dit la crise énergétique dans laquelle est notre système, au niveau international, avant de descendre ensuite pour vous présenter le scénario au niveau français. Je présenterai ensuite les fondamentaux de la démarche Négawatt, donc ce qui guide notre scénario, et puis on passera en revue un peu les différents aspects du scénario sur la consommation d'énergie et sur la production. Enfin, évidemment, je vous présenterai le bilan de ce scénario, et puis je dirai quelques mots sur les aspects de mise en œuvre, et c'est là qu'on fera le lien avec la question paysagère, même si j'essaierai de mettre en évidence les éléments les plus importants de ce point de vue-là au fil de mon exposé. Et donc je commence par le constat des urgences, qui se comprend très bien simplement avec cette courbe qui représente l'évolution de notre consommation mondiale d'énergie sur en gros un siècle et demi, et qui montre bien à quel point la consommation d'énergie mondiale a connu une croissance phénoménale qui est essentiellement basée sur les énergies fossiles. Et donc c'est ça qui est au cœur, évidemment, vous le savez, de la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, mais c'est pas inutile de rappeler à quel point cette évolution a été vraiment phénoménale à l'échelle de l'humanité. Cette consommation très forte et toujours croissante, malheureusement, d'énergie fossile, elle se traduit d'abord par le grand problème du dérèglement climatique. Vous le savez, je n'insiste pas sur ce point, on a eu récemment la COP21, bien sûr, pour nous le rappeler, et pour enfin peut-être s'engager collectivement, internationalement, dans la voie de l'action. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le fait que, le dérèglement climatique est en cours, on en fait malheureusement même l'expérience sensible dans notre quotidien, et deux, sur le fait que cette augmentation de la consommation d'énergie fossile est la cause première de ce dérèglement climatique à travers les émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, même si ce problème est majeur, ça n'est pas le seul problème à adresser. Quand on regarde notre système énergétique, il y a un deuxième problème qui est tout aussi évident, même si les fluctuations de prix du pétrole notamment nous le feront percevoir de manière plus ou moins aiguë au fil du temps, c'est l'épuisement des ressources fossiles.
Vous avez ici simplement une illustration sur quelques décennies du bilan annuel des nouvelles découvertes de gisements de pétrole versus la consommation, et donc cette tendance qu'on connaît bien et que globalement nous sommes en train d'épuiser nos ressources, même si nous avons du temps, même si l'image de la dernière goutte est une image fausse. La tension sur la consommation des énergies fossiles est vouée à augmenter, voire augmenter fortement dans les années et décennies qui viennent, et on a déjà un certain nombre de crises géopolitiques évidemment qui sont totalement liées à cette tension. Troisième problème majeur, celui des risques technologiques. Là, il est plutôt lié à, d'une part, la concentration croissante de ce système de production d'énergie, toute filière confondue, et puis on y ajoute évidemment un risque technologique tout à fait spécifique lié au développement du nucléaire, illustré ici par les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. Mais voilà, c'est des illustrations d'un risque global technologique auquel il faut ajouter d'ailleurs le problème environnemental plus diffus mais très, très réel et grave des conséquences de la pollution qui se chiffrent en millions de morts annuellement liées à nos consommations d'énergie fossile. Dernier point, pour brosser ce tableau de la crise énergétique mondiale, c'est la question de l'accès à l'énergie. Alors c'est une question importante parce que tous les autres facteurs que je viens d'évoquer tendent à nous dire qu'il faut réduire notre consommation d'énergie. En tout cas, c'est un moyen assez évident de réduire ces tensions. Mais on a dans le même temps un autre problème très important à traiter, qui est le fait que l'accès à l'énergie reste très inégal sur la planète. On compte, bon, les chiffres varient, mais on compte jusqu'à un facteur 400-500 dans la consommation d'énergie annuelle de foyers pour les classes les plus favorisées dans les pays développés versus les foyers les plus pauvres dans les pays pudiquement dits en voie de développement. Mais on a un vrai problème mondial d'accès à l'énergie. Ici, vous avez des chiffres en millions de populations n'ayant pas accès à l'électricité. Au sud, vous notez que dans certaines régions, malgré les efforts d'électrification, la tendance est que le nombre de personnes concernées augmente, pour une raison simple, c'est que la croissance démographique va plus vite que l'effort d'électrification. Et puis, j'ai mentionné aussi, parce que le problème d'accès à l'énergie n'est pas qu'un problème du Sud, le fait qu'en France, on a aujourd'hui 8 à 11 millions de personnes qu'on considère en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ne sont pas en capacité de payer l'ensemble de leur facture d'énergie, qui doivent se restreindre en tout cas dans leur consommation d'énergie. Ce problème augmente également. Donc on a un problème croissant d'accès à l'énergie et un besoin croissant de développer l'accès à cette énergie, évidemment, pour aller vers plus d'égalité. Alors une fois posé ce problème, je saute directement à la démarche Négawatt, dont on pense donc qu'elle est une réponse applicable à la France, mais qui serait généralisable moyennant discussion sur les ordres de priorité au niveau mondial. Et cette démarche Négawatt, Bertrand Folléa parlait d'une révolution ou d'un renversement de perspective. Elle repose effectivement sur un vrai renversement de perspective que je vais essayer de vous expliquer avec ce schéma qui peut paraître compliqué, mais qui est relativement simple dès lors que vous acceptez de ne pas vous attarder sur les chiffres qui sont là uniquement à titre illustratif. L'énergie, vous y pensez probablement avant tout en termes de ressources, et jusqu'ici j'ai parlé des énergies fossiles, du nucléaire, donc on est bien dans la partie ressources. En fait, l'énergie dans nos sociétés, c'est un système technique qui relie des ressources énergétiques à des usages que nous faisons de l'énergie. Et ce système énergétique, il est composé de différentes chaînes qui relient une ressource à un usage. Ici, vous avez une illustration avec la chaîne qui relie, dans cet exemple, le pétrole à l'éclairage. Et ce qui m'intéresse, c'est de passer avec vous par les différentes étapes pour bien vous faire comprendre où sont les différents enjeux. Donc au départ, on a une ressource énergétique, ici du pétrole, 100 unités de ressources. Pour l'utiliser, on va commencer par devoir la raffiner, ce qui engendre des premières pertes, et puis
comme on veut, dans cet exemple, s'éclairer, on va produire de l'électricité dans une centrale thermique qui va perdre la majeure partie en fait, du contenu énergétique du pétrole sous forme de chaleur et livrer de l'électricité au réseau. Et puis on a encore des pertes sur le réseau et arrive à votre compteur, dans le pire des cas, environ 25 unités d'électricité que vous pouvez utiliser pour 100 unités énergétiques au départ. Généralement, on s'arrête là. On compte ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire la ressource énergétique brute, le pétrole, l'énergie finale qui vous est livrée commercialement, l'électricité, et puis on fait des bilans, des calculs de rendement, etc. Ce qui nous intéresse à Négawatt, c'est d'aller regarder ce qui se passe après. Et pourquoi ça nous intéresse? C'est parce qu'il se joue énormément de choses. Alors, premier élément, vous en avez l'illustration ici avec une ampoule à incandescence, c'est la qualité, le rendement des équipements qui transforment cette électricité qui nous est fournie en énergie réellement utilisable, en l'occurrence de la lumière. Évidemment, l'ampoule à incandescence, c'est un exemple qu'on a choisi tout à fait volontairement, parce que son rendement est catastrophique, parce qu'en gros, elle fait 5% de lumière pour 95% de chaleur. Donc il y a là un gisement énorme dans cet exemple, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez ensuite, dans l'illustration, des lampadaires qu'on adore à Négawatt, les lampadaires boules, parce qu'ils sont l'illustration vraiment d'un design qui peut être joli, mais qui est énergétiquement absurde, puisqu'ils éclairent le ciel pour nous fournir de la lumière au niveau du trottoir. Donc le design même de l'appareil va gaspiller ou non une partie de l'énergie sous sa forme utile, la lumière, par rapport à votre utilisation. Et puis dernier point, avec l'illustration tout en bas, si vous avez un lampadaire bien designé, avec un réflecteur vers le sol, équipé d'une ampoule à basse consommation, c'est très bien par rapport aux deux étapes que je viens de décrire. Mais si, comme dans cet exemple, vous le laissez allumer dans la journée, vous laissez encore des pertes en route. Et en fait, dans toute cette logique, ce qui nous intéresse à Négawatt, c'est la partie ultime de cette chaîne, c'est-à-dire le service énergétique. C'est une énergie fournie sous une forme utile et qui est réellement utilisée. Et donc, le renversement de perspective, la révolution que l'on propose, c'est de penser toute l'énergie non plus en partant des ressources et de la nécessité de disposer de ressources, mais en partant de services énergétiques et de la meilleure manière d'assurer les services énergétiques. Alors vous avez ici l'éclairage. Les services énergétiques, c'est l'éclairage, le froid, la chaleur, la cuisson, le déplacement, la force motrice ou l'énergie mise en jeu dans les productions industrielles, etc. Et donc, voilà, tout l'enjeu est de repartir du service énergétique, et c'est fondamental parce que dans cet exemple, qui encore une fois est volontairement poussé à l'extrême, vous voyez qu'on a entre le primaire et le final un rendement de 25% environ, ce qui n'est pas fameux, mais on peut tomber, si on cumule l'ensemble des mauvais cas, à un rendement de moins de 1% entre l'énergie finale qui vous est livrée et l'énergie utile qui vous rend effectivement un service. Voilà, donc l'essentiel de la démarche Négawatt, c'est vraiment par rapport à maintenant un système énergétique où donc on relie différentes ressources énergétiques primaires à gauche à de l'énergie utile rendant un service à droite, d'agir sur toutes les étapes de la chaîne en y mettant de l'intelligence. Donc ça commence par être intelligent sur les services, utiliser de l'énergie lorsqu'elle rend effectivement un service, et ça c'est ce qu'on appelle à Négawatt la sobriété. Donc on a une vision tout à fait positive d'intelligence et pas du tout négative de contraintes ou de restrictions. Deuxième étape, c'est l'intelligence technique dans l'ensemble des systèmes. C'est l'amélioration de tous les rendements, donc ça c'est ce qu'on appelle plus classiquement l'efficacité. Et puis troisième étape, à la source, sur les ressources énergétiques, c'est la substitution d'énergie non soutenable par des énergies soutenables. Alors là, il y a débat, notamment en France, sur ce qu'on appelle l'énergie soutenable. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas que le changement climatique comme problème. C'est essentiel pour nous, parce que si on ne considère que le changement climatique, on va aller sur une substitution
renouvelables plus nucléaire des énergies fossiles. Alors que pour Négawatt, où on est multi-critères et multi-impact, les énergies renouvelables, énergie de flux, sont pour nous les énergies soutenables, ce que le nucléaire n'est pas, et donc pour nous la substitution c'est d'aller vers les énergies renouvelables. Mais qu'on y mette le nucléaire ou pas ne change rien par ailleurs au raisonnement qui consiste vraiment à insister sur la nécessité de maîtriser la consommation pour favoriser cette substitution. Et voilà, c'est essentiel dans la démarche Négawatt de faire les choses dans cet ordre. Si on ne le fait pas dans cet ordre, on ne maîtrise pas suffisamment la consommation d'énergie, et en fait, on a des énergies renouvelables qui viennent au moins en partie en addition des énergies existantes, et donc on n'atteint pas l'objectif premier qui est de réduire fortement la consommation d'énergie fossile, ou, si on y inclut le nucléaire, d'énergie non soutenable. Et donc, voilà, en résumé, la démarche Négawatt, c'est cette triple intelligence sur les services, sur les équipements et sur les ressources. Alors le scénario Négawatt, donc, c'est une tentative d'appliquer cette démarche de manière très systématique au système énergétique français. Et donc il faut que je commence par vous dire un mot du système énergétique français, qui est caractérisé, bien que la France ait développé le nucléaire plus que partout ailleurs, par une dépendance qui reste très forte aux énergies fossiles. Globalement, on est à 80% mondialement et à 70% en France. Le nucléaire, en fait, ne fournit que de l'électricité, et l'électricité, c'est un peu plus de 20% de notre consommation finale d'énergie. Du fait de cette consommation forte d'énergie fossile, on a des émissions de gaz à effet de serre qui, même si elles sont un peu plus basses que celles d'autres pays développés comparables, sont surtout beaucoup trop hautes, environ 4 fois trop hautes, d'où un objectif qu'on s'est donné depuis 2005 dans la loi de diviser par 4 nos émissions à l'horizon 2050, c'est l'objectif facteur 4. On a par ailleurs des infrastructures énergétiques qui sont vieillissantes et qui demandent des réinvestissements, et puis cette consommation d'énergie fossile, elle veut dire aussi une facture énergétique très lourde pour la société française qui a dépassé ces dernières années des records de 70 milliards d'euros dépensés simplement pour importer ces énergies, et j'y ajoute, je l'ai déjà mentionné, la question de la précarité énergétique. En termes de consommation en France, par secteur, on est, grosso modo, sans entrer du tout dans le détail, à plus de 40% de consommation dans le secteur résidentiel tertiaire, donc dans les bâtiments, plus de 30% dans les transports, un peu plus de 20% dans l'industrie, et le dernier secteur qui reste, l'agriculture, est mineur vraiment en termes de consommation d'énergie, moins de 3%, même si, j'y reviendrai, il a une véritable importance. Alors, à ce système, donc, on essaye à Négawatt d'appliquer une logique de transformation, en se donnant en plus d'appliquer notre démarche un certain nombre de règles, puisque quand on fait de la prospective, c'est-à-dire qu'on essaye non pas de décrire l'avenir probable, mais qu'on essaye d'imaginer des futurs possibles, il faut se donner un certain nombre de règles sur les limites de réalisme, de volontarisme qu'on se donne sur ces futurs. Donc en plus de l'application de la démarche, on a un fondamental très important dans le scénario Négawatt, qui est d'appliquer un certain réalisme technologique, c'est-à-dire de s'appuyer sur des solutions qui existent déjà ou qui sont vraiment en voie de maturité industrielle. Autrement dit, on ne parie pas sur la rupture technologique. Ça ne veut pas du tout dire qu'on pense que d'ici 2050, il n'y aura pas de rupture technologique. Évidemment, il y en aura. Ça veut dire qu'on se sent beaucoup plus à l'aise avec une trajectoire qui fonctionne sans préjuger de ces ruptures et qui, par ailleurs, sera capable d'intégrer ces ruptures, qu'avec une trajectoire qui ne marche que si on trouve la solution miracle. Autre point important pour nous, je l'ai déjà évoqué, on recherche un scénario de développement soutenable, c'est-à-dire pas seulement un scénario de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions. Donc on essaye de réduire l'ensemble des impacts et des risques liés aux énergies,
On se donne, nous, une définition un peu opérationnelle de notre point de vue du développement soutenable, qui est de léguer des rentes et des bienfaits aux générations futures plutôt que des dettes et des fardeaux. Et c'est quelque chose qui résonne complètement pour nous avec l'idée de s'appuyer sur les énergies renouvelables qui sont, comme je l'ai dit, des énergies de flux par rapport aux énergies fossiles ou nucléaires qui sont des énergies basées sur des stocks épuisables. Dernier point en termes de méthode, l'idée d'un scénario et le besoin même d'un scénario, c'est bien de se doter d'une trajectoire possible, cohérente, et d'une trajectoire physique. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a d'une part le fait que la trajectoire, c'est indispensable pour faire le lien entre la situation actuelle et une vision possible à l'horizon 2050, et en particulier pour prendre à court terme les bonnes décisions pour prendre la bonne direction vers cette image à 2050. Et deuxième point, on insiste beaucoup sur la modélisation physique de nos consommations et productions d'énergie, en excluant volontairement de notre modèle les aspects économiques, pour une raison très simple, c'est qu'on fait le constat que les règles économiques actuelles ne nous placent pas sur une trajectoire soutenable. Et donc, il faut d'abord réfléchir à une trajectoire soutenable, et quand on en a les principaux déterminants, s'interroger sur les conditions économiques de sa réalisation, sur les régulations de marché, sur les éléments de fiscalité, etc., qui rendent cette trajectoire possible, plutôt que l'inverse. Le scénario négawatt est basé sur une modélisation donc, physique. Donc vous avez ici l'illustration, là non plus je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail. Simplement, les points importants à souligner, c'est qu'on a bien une démarche de modélisation qui part de la droite des services énergétiques pour remonter aux ressources en énergie primaire, qui regarde les consommations dans les différents secteurs, les efforts qu'on peut faire en sobriété et en efficacité dans ces différents secteurs, et qui remonte ensuite à des besoins de production d'énergie pour ça. Sur la production d'énergie, notre démarche, c'est de regarder à quel rythme on peut, face à ces consommations, développer les énergies renouvelables, et puis de regarder comment le nucléaire et les énergies fossiles évoluent en solde, disons, entre la consommation et ces renouvelables. Et puis, un élément important, parce que c'est un des sujets principaux de débat aujourd'hui sur la transition énergétique, c'est d'avoir introduit une modélisation au pas horaire dans le système électrique, pour bien vérifier qu'en puissance, le développement des énergies renouvelables passe sans créer de rupture sur l'approvisionnement électrique. Dernier point sur ces fondamentaux du scénario, c'est les éléments de cadrage. Alors là encore, je vous passe les détails, mais quand on fait un scénario énergétique, on a besoin de se projeter au moins sur l'évolution démographique. Et de ce point de vue-là, la mauvaise surprise qu'on a eue d'une certaine manière entre le scénario qu'on avait fait en 2006 et celui qu'on a fait en 2011, c'est que les projections de l'INSEE nous disent ont accru l'augmentation de la population projetée à l'horizon 2050, donc ça fait évidemment en l'occurrence 7 millions d'habitants de plus par rapport à l'exercice précédent, qu'il faut nourrir, loger, transporter, etc. Donc c'est évidemment une contrainte supplémentaire par rapport aux limites physiques qui s'imposent et qui nous conduisent à poursuivre cette transition. Quand on fait un scénario, on a besoin aussi de définir un périmètre géographique. Donc nous, on travaille sur la France métropolitaine. Et puis, on a besoin de le comparer à un scénario tendanciel. Donc on avait construit un scénario tendanciel qui, en 2011, était à peu près un scénario plat du point de vue de la consommation, avec une stabilité du nucléaire et un lent développement des renouvelables. Donc une fois tout ceci posé, je peux entrer dans le vif du scénario et commencer évidemment, puisque c'est tout le sens de notre démarche, par les aspects consommation, et donc je vais passer en revue les différents secteurs, en commençant par un secteur qui est celui qui a certainement le moins d'impact par rapport à la question qui nous intéresse aujourd'hui, des paysages, qui est celui de l'électricité dite spécifique, c'est-à-dire nos consommations d'électricité pour les usages d'éclairage,
d'électroménager, d'informatique, etc. dans nos ménages et dans le secteur tertiaire. Là-dessus, globalement, on a appliqué une règle assez simple qui est d'imaginer à 2050 qu'on atteint en moyenne ce qu'on observe comme meilleur comportement et comme meilleur équipement aujourd'hui. On a ajouté un développement forfaitaire de nouveaux usages et le résultat, c'est d'atteindre à 2050 une division par deux, à peu près, de la consommation d'électricité, pas des services. Là, dans les schémas que je vais vous montrer à partir de maintenant, je vous montre des bilans en énergie finale. Donc on est sur des services qui sont maintenus ou renforcés pour les services utiles en tout cas, mais de l'efficacité qui fait que la consommation finale diminue, donc division par deux sur l'électricité spécifique dans le résidentiel et dans le tertiaire. Un peu plus important et fondamental du point de vue de son poids dans le système énergétique, la question des usages thermiques. Là-dessus, on a différentes orientations. La première, c'est d'abord de viser, du point de vue de la sobriété, un frein sur les surfaces à chauffer. On a constaté tendanciellement une forte augmentation des surfaces dans le tertiaire, qui augmente beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires du secteur, et puis une tendance à l'augmentation aussi des surfaces par personne dans les logements, et donc on regarde dans le scénario des options qui consistent à stabiliser et ralentir, stabiliser pour les personnes par logement et ralentir la croissance dans le tertiaire. Évidemment, c'est un enjeu majeur. Ça fait par exemple dans le scénario une différence de 2 millions, l'équivalent de 2 millions de logements de plus en surface dans un scénario tendanciel par rapport au scénario négawatt. Deuxième point très important en efficacité, là c'est évidemment de faire des logements neufs très efficaces, haute performance et même en fait à énergie positive en y intégrant des énergies renouvelables. Mais le taux de nouvelle construction et de renouvellement du parc est en fait très faible. Et donc l'essentiel, même si c'est indispensable de ne plus construire de bâtiments, de mauvais bâtiments du point de vue énergétique, l'essentiel se joue dans ce qu'on fait du parc existant. Et donc là, il y a un enjeu très fort de rénovation thermique du bâtiment, avec pour nous, à Négawatt, deux messages. Un, il faut rénover l'ensemble du parc, donc il faut se donner les moyens de faire un grand nombre d'opérations. On arrive à l'équivalent d'1 million d'opérations par an en vitesse de croisière, pour avoir tout rénové d'ici à 2050. On ne peut pas laisser de côté des passoires thermiques, non seulement du point de vue énergétique, mais évidemment du point de vue social. Les inégalités liées à la facture de chauffage ne peuvent plus augmenter. Et deuxième message, quand on fait une rénovation, il faut la faire à fond. Le surcoût pour faire une rénovation très performante par rapport à une rénovation peu performante est très faible. Et ne pas consentir ce surcoût, c'est tuer un gisement d'économie d'énergie, puisqu'on ne reviendra pas une deuxième fois faire une opération complète. Évidemment, chaque opération, que ce soit dans le neuf ou dans les rénovations, s'accompagne de changements d'énergie pour aller vers les énergies renouvelables. Et le bilan global, là encore, c'est une division par deux à l'horizon 2050, un peu plus même, de la consommation d'énergie pour les usages thermiques dans les bâtiments, avec une part des renouvelables qui atteint plus de 90%, en jouant sur une grande variété d'énergies renouvelables possibles dans les bâtiments. Après le bâtiment vient le déplacement, et là on touche déjà un peu plus à la question du paysage évidemment, puisque on touche non seulement aux infrastructures de transport, qui sont des éléments majeurs, mais on touche aussi plus globalement à l'ensemble de l'aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que en sobriété, la première des choses à faire pour essayer de maîtriser nos consommations d'énergie, c'est de réduire les distances à parcourir pour accéder aux mêmes services. Ça veut dire retrouver de la mixité fonctionnelle des quartiers pour réduire les besoins de déplacement pendulaire domicile-travail. Ça veut dire
réintégrer des circuits courts de distribution, etc. Donc ça veut dire aussi probablement inventer de nouvelles formes de télétravail dans des espaces partagés, ce genre de choses. Donc on inclut tout ce genre, tout un volet d'options de ce type pour vraiment réduire les distances parcourues pour accéder aux mêmes services, et c'est encore une fois fondamental. Après, on peut passer à l'efficacité. L'efficacité, c'est plus classiquement d'une part le transfert modal, renforcer le rail par rapport à la route pour les marchandises, renforcer les transports collectifs pour la mobilité des personnes, renforcer l'efficacité des véhicules, et puis par rapport à l'efficacité des véhicules et à la substitution par les énergies renouvelables, là on a une vision assez claire à Negawatt, c'est de privilégier le véhicule électrique en sachant que pour nous il sera alimenté à terme par des énergies renouvelables là où il est adapté, c'est-à-dire pour les déplacements courts dans des espaces denses, donc dans l'urbain et le périurbain, mais pas du tout dans les déplacements interurbains où il nous paraît, pour différentes raisons, notamment les impacts sur le réseau mal adaptés, et donc de privilégier pour l'interurbain de l'hybride, avec là aussi le besoin de fonctionner en ressources non fossiles, et pour nous c'est d'aller beaucoup plus vers le biogaz, en tout cas du gaz d'énergie renouvelable, que vers les biocarburants, pour la raison simple que le bilan environnemental et le bilan énergétique des biocarburants ne nous paraît pas convaincant. Il est de notre point de vue problématique, alors que celui du biogaz est tout à fait positif, et l'utilisation de gaz dans les véhicules ne pose par ailleurs pas de problème dans d'autres pays à très grande échelle. Cette vision-là, elle a une conséquence importante, qui était d'ailleurs plutôt le point de départ de notre réflexion, qui est qu'on sort de notre logique de véhicule propriétaire à tout faire. Et ça c'est fondamental parce que non seulement ça permet d'adapter la motorisation du véhicule en fonction de l'usage, mais ça permet aussi d'adapter la taille, le poids du véhicule, et de sortir de cette situation actuelle où on a des véhicules qui peuvent transporter 5 personnes avec leurs bagages, etc., qui sont optimisés pour 130 km/h et qu'on fait fonctionner en fait l'essentiel du temps à 30 km/h tout seul en ville, en transportant des centaines de kilos de carcasses de voitures inutiles. Et donc, notre vision de la mobilité, c'est de conserver une grande flexibilité, une grande liberté de déplacement, mais en nous affranchissant du prix qu'on paye aujourd'hui pour cette liberté, qui est la dépendance totale aux véhicules en propriété. On passe donc, d'autres appellent ça de la mobilité propriétaire à la mobilité servicielle. Le résultat, là encore, c'est une division par deux, globalement, sur la mobilité des personnes, mais on a à peu près le même résultat sur la mobilité marchandise à l'horizon 2050, avec des déplacements qui sont réduits de 14% environ par personne à l'horizon 2050 par rapport à aujourd'hui, et en fait, un des facteurs de déplacement que l'on réduit, c'est le transport aérien, notamment les transports aériens courts de loisirs que l'on constate aujourd'hui. Dernier secteur important du point de vue énergie, c'est l'industrie. Les choses sont assez bien avancées en France du point de vue de l'efficacité, même s'il y a encore des gisements importants à aller chercher. Mais l'effort principal se joue du côté de la sobriété. Et la sobriété, c'est à la fois sur les besoins de biens d'équipement, avec peut-être une notion de partage de certains biens d'équipement. On aime bien à Negawatt citer la perceuse, et voilà, mentionner l'absurdité d'avoir chacun chez soi une perceuse avec toute l'énergie et la matière qu'elle a consommée pour s'en servir en moyenne 1 à 2 fois par an. Mais il y a tout un enjeu de partage des équipements, et puis bien sûr la lutte contre l'obsolescence programmée, la réparabilité, la recyclabilité, etc. Et au sujet de la recyclabilité, on a intégré une dimension très forte d'amélioration du recyclage des matières premières, parce qu'en moyenne, recycler une tonne de matières premières consomme moins d'énergie
même en incluant les transports associés, que de la produire pour la première fois. On passe évidemment aussi là, en termes de production sur les renouvelables dans les modes de production de l'énergie consommée par l'industrie. Et puis, dernier point important sur l'industrie, on travaille à une relocalisation des productions, notamment parce qu'on a fait le constat ces dernières années en France qu'on a une tendance, même si nos émissions domestiques de gaz à effet de serre diminuent, à augmenter en fait ce qu'on appelle notre empreinte carbone, c'est-à-dire le bilan des émissions de carbone nécessaires à la satisfaction de nos besoins, quand on compte non pas ce qu'on émet dans nos frontières, mais ce qu'on émet dans nos frontières moins ce qui est émis chez nous pour l'exportation, plus ce qui est émis à l'étranger pour la satisfaction de nos besoins. Et là, on vise notamment tout ce qui est délocalisation de production en Chine. Et donc, vous voyez les chiffres ici, en fait, la part, enfin l'empreinte carbone est jusqu'à 40% supérieure aux émissions domestiques, et surtout les émissions, la part étrangère de l'empreinte carbone augmente alors que nos émissions domestiques diminuent. Encore une fois, dans l'industrie, quand on fait le bilan de tous ces efforts de sobriété, d'efficacité, même en incluant cette relocalisation, on arrive à une division par deux de la consommation d'énergie finale dans l'industrie par rapport au tendanciel. Dernier point sur la consommation, c'est l'agriculture. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est presque négligeable du point de vue de sa consommation énergétique. Elle a quand même une grande importance à double titre. D'une part, parce qu'elle est fortement émettrice de gaz à effet de serre autre que le CO2 de la combustion d'énergie fossile, notamment le méthane. Et deux, elle représente une ressource indispensable pour la transition énergétique à travers la valorisation de biomasse, et donc il y a besoin de s'interroger sur la disponibilité de biomasse pour les usages énergétiques par rapport à la disponibilité première de la biomasse pour l'alimentation et éventuellement à la disponibilité de biomasse pour des biomatériaux pouvant se substituer là aussi à des filières non soutenables. On a eu la chance à Négawatt de pouvoir coupler le travail de scénario qu'on a fait avec un travail similaire fait par l'association Solagro, donc un scénario qui s'appelle After 2050, qui développe réellement la même démarche, le même esprit pour l'agriculture, avec notamment une réflexion sur le changement d'assiette alimentaire et la réduction, entre autres, de la part carnée dans notre alimentation, qui se traduit, vu de Négawatt, par une réduction de l'élevage et par une disponibilité croissante de biomasse. Alors, un point très important du point de vue des paysages de ce couplage, c'est que du coup le scénario de Négawatt il est cohérent avec ce que dit After sur l'ensemble des terres, et notamment une stabilisation dans le scénario After pratiquement du niveau d'artificialisation des sols, c'est-à-dire un frein puis un arrêt de la tendance actuelle à une très forte artificialisation, ce qui est un premier résultat extrêmement positif. Et puis le deuxième résultat, notamment du point de vue de l'élevage, ça libère énormément de prairies qu'on récupère en fait dans le scénario de Négawatt comme ressource pour gazéifier l'herbe et en faire donc du gaz dont je parlais tout à l'heure. On conserve les prairies évidemment parce qu'elles ont par ailleurs une fonction vitale du point de vue à la fois de la biodiversité et du point de vue des régimes hydriques. Donc on est bien dans une cohérence systémique sur ce point. Dernier point du scénario, deuxième volet du scénario, la production d'énergie. On ne va pas rentrer évidemment dans le détail de chaque filière. Les grands messages, c'est d'abord que la première ressource renouvelable sur laquelle on s'appuie, c'est la biomasse. Et c'est assez logique parce que, je vous ai dit tout à l'heure, l'électricité c'est un peu plus de 20% de notre consommation finale. Et donc, en fait, on continue
à se reposer essentiellement sur de la combustion pour répondre à nos besoins d'énergie, et donc c'est logique que la biomasse vienne en substitution l'essentiel de la transformation vienne de la substitution des énergies fossiles par la biomasse sur des usages de combustion. Donc biomasse en premier lieu, avec le bois énergie, avec le biogaz et beaucoup moins les biocarburants, comme je vous l'ai déjà dit. Sur le bois énergie, on a là aussi, grâce à AFTER, une vision cohérente sur l'exploitation rationnelle et durable des forêts pour répondre à ces besoins. Deuxième point, c'est les renouvelables pour l'électricité. Et là, on est avant tout sur l'éolien, avec une part d'éolien terrestre et une part d'éolien offshore, et sur le photovoltaïque, avec des centrales photovoltaïques, mais avec surtout beaucoup de photovoltaïque installés sur les toits, etc. Et puis derrière, on développe, on maintient l'hydroélectricité à son niveau actuel, et on se réserve d'autres énergies renouvelables électriques comme un potentiel supplémentaire qu'on n'exploite pas dans le scénario négawatt. Je pense en particulier ici aux énergies marines, en vertu de notre prudence par rapport aux ruptures technologiques que j'évoquais tout à l'heure. Si on croit qu'on pourra s'appuyer sur les énergies marines d'ici à 2050, et comme on n'est pas capable de chiffrer et d'en évaluer les impacts et les potentiels, on le laisse de côté. On développe aussi dans le scénario d'autres énergies renouvelables, mais dans une moindre mesure. Je pense en particulier au solaire thermique et à la géothermie. Sur le nucléaire, je passe très vite puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on combine une réflexion sur la contrainte du point de vue de la sûreté, sur la contrainte du point de vue énergétique et sur la maîtrise industrielle d'un processus de fermeture du parc nucléaire. Tout ça nous amène à peu près à une fermeture des réacteurs actuels autour de 2033, sans prolonger dans le scénario 2011 aucun réacteur au-delà de 40 ans de fonctionnement, et sans renouveler ces réacteurs. Et puis sur les énergies fossiles, on arrive là aussi à une quasi-sortie, un peu plus lente sur le gaz que sur le pétrole et le charbon, parce que le gaz, on le conserve comme vecteur énergétique d'origine fossile pour aller progressivement vers un vecteur énergétique gaz renouvelable que l'on valorise fortement dans le scénario. Alors ça, c'est un point qui est lié notamment à notre réflexion sur l'équilibrage électrique. Là non plus, pas le temps évidemment de passer en détail sur ce point, simplement une illustration de ce que ressemble ce qu'on appelle les courbes de charge, c'est-à-dire l'empilement des différentes productions électriques par rapport à la demande à droite dans le scénario négawatt en 2050 par rapport à la situation actuelle. Le point essentiel, c'est que comme on a des pics des besoins de consommation d'électricité qui sont mieux maîtrisés, on peut plus facilement combiner les renouvelables pour répondre à cette demande. Autre point très important, c'est l'importance dans la transition énergétique des réseaux d'énergie, alors les réseaux locaux, réseaux de chaleur notamment, mais aussi les réseaux nationaux, et on a une vision qui intègre complètement le réseau électrique dont on connaît la vertu aujourd'hui, et qui se développe parce que l'électricité a l'excellente propriété de pouvoir être produite avec toutes les ressources énergétiques et de servir à tous les usages. Mais dans notre vision, on développe aussi un caractère multi-source et multi-usage du gaz, qui donc petit à petit n'est plus du gaz d'origine fossile, mais du gaz produit à partir de biomasse, et également du gaz produit par synthèse à partir d'électricité excédentaire. Et on fait ainsi le lien entre le réseau gaz et le réseau électrique. Et voilà, ces infrastructures et leur cohérence nous semblent vraiment essentielles pour assurer la sécurité énergétique et la maîtrise de la transition. Le bilan général, c'est une transformation globale du système que j'illustre simplement visuellement
avec cette image du scénario, de la situation énergétique actuelle, avec à gauche les différentes ressources fossiles en haut à gauche et nucléaire en rose au milieu, et à droite les différents usages. Donc ça c'est la situation actuelle, et ça c'est la transformation totale du système après l'application de la démarche Négawatt en 2050. En énergie primaire, ça donne un bilan de réduction des 2/3 par rapport au scénario tendanciel des besoins en énergie primaire, avec un approvisionnement qui atteint pratiquement 90%, un peu plus de 90% en fait d'énergie renouvelable. Et vous voyez, quand vous regardez la taille de la production d'énergie renouvelable, la courbe en vert, vous voyez bien, je vous ai dit qu'on regarde un développement réaliste mais volontariste des énergies renouvelables, on pense qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin en production renouvelable que ce qui est représenté ici. Vous voyez bien que si on n'avait pas cette maîtrise de la consommation, eh ben on continuerait à avoir besoin en 2050 de beaucoup d'énergie fossile et ou nucléaire pour faire le joint avec la demande totale. Dernier point du bilan, le bilan en émissions de CO2, on est sur une division par 16 des émissions de CO2 liées à l'énergie en 2050, ce qui est en fait le niveau qu'il faut atteindre pour être à plus de 4 sur l'ensemble des émissions, parce que sur notamment les émissions de l'agriculture, on ne sait pas faire mieux aujourd'hui que ce que fait ARTER, et c'est une division par 2 des émissions de l'agriculture. Et donc globalement, le scénario Négawatt, avec ce couplage avec ARTER, il est parfaitement compatible avec ce facteur 4 sur les émissions qu'on s'était donné. Tout dernier point, quelques commentaires sur la mise en œuvre du scénario. D'abord, pour dire que si on a exclu l'économie de notre modélisation, on ne s'est évidemment pas désintéressé de la question économique. D'abord, on est persuadé que la transition énergétique telle qu'on l'a décrite, elle est économiquement bénéfique, parce que la sobriété et l'efficacité sont des choses bénéfiques économiquement, et parce que les renouvelables sont petit à petit en train de devenir compétitives et vont à terme être moins coûteuses à produire que le nucléaire qui voit ses coûts augmenter et que les énergies fossiles. C'est aussi une réduction de la facture énergétique, c'est des créations d'emplois, et on a des études qui ont été menées qui confirment complètement ces créations avec des ordres de grandeur de plusieurs centaines de milliers d'emplois associés à la mise en œuvre de la transition. Et puis, c'est aussi une urgence écologique qui rejoint l'urgence sociale, puisque la transition énergétique, c'est aussi un moyen de lutter contre la précarité énergétique. Vous le savez, on a, depuis que le scénario Négawatt a été produit en 2011, eu une loi de transition énergétique. Ces objectifs à long terme, même si on peut discuter beaucoup sur son contenu en termes de politique et mesures, ces objectifs à long terme, en tout cas, sont tout à fait cohérents avec le scénario Négawatt, et on peut dire que le scénario Négawatt a été influent dans le débat pour obtenir ces objectifs à long terme. Et donc maintenant, il reste à mettre en œuvre. Et là, le scénario, l'association Négawatt porte un certain nombre de propositions en termes de politique et mesures, globalement sur 4 volets essentiels. Le premier, c'est un volet de bonne gouvernance nationale et territoriale de la question énergétique. Tout ce qui relève de la tarification et de la fiscalité pour un juste prix de l'énergie qui incite effectivement à ces transformations. Les politiques sectorielles d'efficacité et de sobriété, j'en ai parlé sur les différents secteurs, et puis le soutien à la production renouvelable. Une fois qu'on a dit ça, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le schéma qui est en dessous, qui vous montre bien que, en fait, la transition énergétique, en termes de mise en œuvre et de politique et mesures, c'est quelque chose qui va impliquer l'ensemble des niveaux, depuis l'État et même le niveau européen, jusqu'aux collectivités, en passant par les entreprises et en descendant au niveau des consommateurs, qui peuvent également devenir acteurs de leur production. Et donc en conclusion,
La transition énergétique est, au niveau français comme mondial, une nécessité environnementale. La solution, pour nous, repose sur cette politique forte de sobriété, d'efficacité et de développement des renouvelables. C'est une politique qui est aussi une opportunité économique et sociale. Et au-delà de ça, ce que je viens de vous décrire, c'est une transformation profonde du système énergétique, mais comme l'énergie fait système dans la société, c'est en réalité une transformation profonde de la société. Donc c'est un projet de société, la transition énergétique. Et ce projet de transformation de la société, quand on regarde les différents aspects, aménagement du territoire, urbanisme, valorisation de la biomasse, les projets de type éolien, tout ce qui relève des infrastructures de réseau, c'est un projet qui, en fait, va essentiellement s'appuyer sur la réappropriation et la mobilisation des potentiels de consommation d'énergie et de production d'énergie au niveau territorial. Et donc le paysage, par ce que moi je ressens en tout cas, c'est-à-dire à la fois sa dimension sensible et sa dimension intégratrice, est partie prenante de cette transition énergétique. Merci. Violette, étudiante à l'école du paysage. Moi j'avais une question sur les réseaux. Qu'est-ce que vous faites des réseaux existants? Comment est-ce qu'ils vont muter d'ici 2050? Parce qu'on a principalement des réseaux électriques, et du coup si on fait circuler du gaz, est-ce qu'on conserve une centrale qui diffuse à de nombreux usagers, ou est-ce qu'on fait une locale? Voilà. Alors, très bonne question, à laquelle je vais commencer par répondre sur le gaz. Parce que effectivement, on a des infrastructures de réseau importantes, et tout le monde se concentre sur la question du réseau de transport d'électricité, mais on a aussi en France la chance d'avoir un excellent réseau national pour le gaz, et c'est une des raisons pour lesquelles on valorise dans notre scénario. On ne ferait peut-être pas le même choix dans un autre pays, c'est une des raisons pour lesquelles on valorise à ce point l'évolution progressive du gaz naturel, dit naturel, donc d'origine fossile, vers du gaz qu'on n'appelle pas naturel, produit à partir de biomasse. C'est parce que c'est aussi un moyen de ne pas perdre les actifs que représente ce réseau de gaz, et au contraire de les valoriser dans la transition. Sur le réseau électrique, c'est plus compliqué, parce que la transition énergétique telle qu'on l'envisage dans l'électricité, elle va évidemment vers les renouvelables, donc vers un système qui est beaucoup plus décentralisé, qui est beaucoup plus piloté grâce aux technologies d'information et de la communication, par de l'effacement de demande, etc., beaucoup plus piloté par la consommation, et beaucoup plus flexible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste en discussion, mais il y a quand même aujourd'hui, de manière croissante, une vision qui émerge de la possibilité d'un système entièrement décentralisé et flexible à l'horizon 2050, pas seulement du côté des mouvements écologistes, mais aussi, notamment dans les milieux financiers. La banque suisse UBS a sorti l'an dernier une note qui dit les grosses installations de production centralisées en base, donc typiquement des grosses centrales thermiques ou nos centrales nucléaires, sont les dinosaures du système électrique de demain. Et voilà, cette vision est en train de s'imposer. On a eu l'an dernier une étude de l'ADEME qui nous confirme qu'en France, ce 100% renouvelable décentralisé est possible. Et du coup, il va falloir transformer profondément notre système électrique. Ça pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'effectivement on veut aller vers ce 100% renouvelable ou pas? Ça, c'est un choix qu'il va falloir faire très vite dans les prochaines années. Ou pas, ça veut dire maintenir ou non une priorité au nucléaire dans notre système électrique. Et puis la deuxième, c'est si on va vers ce 100% renouvelable, comment on répartit, comment on régule l'ensemble des coûts et des bénéfices de cette transformation du système électrique. La façon dont c'est posé aujourd'hui, c'est de dire, alors, posé par les grands acteurs de l'électricité qui sont les propriétaires de ces grandes centrales, c'est de dire que les énergies renouvelables viennent perturber le système et représentent un surcoût. Ça, c'est la manière dont on peut regarder cette transformation vue d'aujourd'hui. Il y a l'autre manière qui est de le regarder vu de ce à quoi on veut arriver en 2050. Et là, pour moi, ce n'est pas les renouvelables qui sont la perturbation et le surcoût, c'est l'existence de surcapacité centralisée qui est aujourd'hui un surcoût et une perturbation pour la transformation du système.
d'autres questions? Rémi, étudiant. Justement, par rapport à ça, qui sont les porteurs de la transition énergétique qui s'impliquent le plus dans cette transition? Est-ce que ce sont les territoires ou plutôt l'État? Voilà, je pense que Yannick Régnier, notamment cet après-midi, vous apportera un éclairage, mais clairement, en France aujourd'hui, le principal moteur de la transition énergétique m'apparaît être les territoires. Les territoires et les collectivités, parce que quand on parle de sortir d'un système énergétique extrêmement centralisé, extrêmement descendant, du national vers le local, sortir de ça pour aller chercher localement les potentiels de maîtrise de la consommation dans les bâtiments, dans l'organisation des transports, etc., dans l'urbanisme et les potentiels de production locale d'énergie renouvelable, les collectivités, évidemment, ça leur parle, ça les motive. Un deuxième type d'acteurs qui, à mon sens, est fortement impliqué, c'est les PME, notamment les relativement grosses PME, qui sont pour l'innovation nécessaire à la transition énergétique un véritable moteur. Une fois que j'ai posé ça, c'est pas un hasard si des pays comme le Danemark ou l'Allemagne sont des moteurs de la transition énergétique en Europe aujourd'hui par rapport à la France. C'est parce que leur système politique beaucoup plus décentralisé et leur système économique qui laisse une part plus belle aux PME était un terreau favorable à cette transition. Et il y a une vraie révolution culturelle dans le champ politique à faire en France avant de s'engager dans la transition énergétique. L'État est vraiment dans une position extrêmement ambiguë de ce point de vue-là aujourd'hui. Et on n'a pas encore en France, à mon sens, trouvé ce moteur profond politique de la transition énergétique. Je pense qu'il se situe du côté, et ça résonne aussi avec la démarche que propose Megawatt, du côté du service public de l'énergie, qu'il faut réinventer. C'est plus le service public des années 70, où on a décidé que grâce au nucléaire, on allait garantir une électricité pas chère, pour tous au même prix. C'est un service qui doit être basé sur le service énergétique et sur l'accompagnement des consommateurs. Il y a tout à inventer, et encore une fois, aujourd'hui, l'État, actuellement, n'a pas choisi, même si on a des beaux objectifs dans la loi, dans les politiques et mesures, on voit bien que le choix n'a pas été fait entre aller résolument vers ce changement de système ou préserver le système actuel. Oui, bonjour, Béatrice Baudet, je suis de la SNCF. Et alors j'écoute avec attention parce que votre exposé, d'autant que je développe des écosystèmes sur les territoires qui visent notamment à améliorer l'autonomie des territoires en matière de production d'énergie renouvelable. Mais la question que je voulais vous poser, c'est les relations que vous avez avec EDF et ERDF sur vos sujets. Parce que vous avez dit tout à l'heure, et ça je l'avais déjà un peu entendu, c'est que l'énergie renouvelable coûtait plus cher, était un coût et donc c'est probablement EDF et ERDF qui doivent dire ça, je suppose en particulier, mais peut-être d'autres. Je pense que de toute façon c'est vraiment un coût, effectivement, aujourd'hui, dans le modèle économique actuel. Mais ce que je voudrais savoir, c'est justement quel appui vous trouvez avec les grosses entreprises publiques du type EDF et puis ERDF qui n'est pas public, mais enfin bon, pareil. C'est public, ERDF. Oui, c'est chez ERDF, voilà. On trouve, je ne sais pas si on peut parler d'appui, on a d'excellentes discussions avec RTE, parce que ce qu'on raconte sur le caractère stratégique du réseau dans la transition énergétique fait sens par rapport à la manière dont RTE aujourd'hui voit son métier et l'évolution du secteur. Et RTE est par ailleurs un acteur tout à fait ouvert au développement des renouvelables, qui disait il y a 15 ans que ça serait une catastrophe, et qui dit aujourd'hui qui est même prêt à reconnaître que les renouvelables peuvent rendre ce qu'on appelle des services réseaux, c'est-à-dire contribuer en fait à la sécurité du réseau électrique. On a des bons échanges avec d'autres entreprises énergétiques, notamment GRP Gaz et GRDF ou GDF, enfin Engie maintenant. On a
très peu d'échanges, mais ça se construit progressivement avec ERDF, et aucun avec EDF. Et pour la raison que vous avez dite, c'est que cette évolution majeure au niveau européen vers une maîtrise de la consommation et vers les énergies renouvelables, elle vient heurter de plein fouet le modèle économique d'EDF aujourd'hui. Le constat qu'on fait de l'extérieur, j'espère sincèrement que ça n'est pas le même à l'intérieur, le constat qu'on fait de l'extérieur, c'est que EDF se refuse à repenser son modèle. Je pense à titre personnel, là j'engage pas Négawatt là-dessus, mais je pense que c'est suicidaire pour EDF, et c'est bien pour ça que je dis que le moteur politique qu'on doit trouver, il est autour du service public de l'énergie, il est de réinventer un rôle et un contrat entre EDF et la nation, parce que historiquement EDF est né de ça, autour d'autre chose que de fournir de l'électricité abondante pas chère. Voilà. Retenons le formidable terreau, quelque part, de réflexion qui est offert, en tout cas, aussi du côté concepteur de l'aménagement et de l'espace, avec cette idée, notamment, qu'il y a un énorme travail, non seulement sur la question de l'inscription des énergies nouvelles dans le territoire, mais sur la sobriété, qui représente la moitié, quelque part, de l'effort, en quelque sorte, de passage à la transition. Et donc, réfléchir, aménager l'espace dans la logique de la sobriété est un champ de réflexion immense qui est offert aux concepteurs. Négawatt, j'aurais dû le dire, a engagé depuis le début de cette année un travail d'approfondissement, actualisation de son scénario, notamment pour traiter un certain nombre des sujets qu'on vient d'évoquer. Voilà, donc vous aurez d'ici la fin de l'année un nouveau scénario Négawatt, plus riche, et j'en profite pour faire un peu d'appel à soutien. Ce projet a évidemment besoin de financement, et donc on a lancé un appel à du financement participatif via la plateforme Zest de l'ANEF. Voilà, donc si jamais vous voulez nous aider à faire mieux, vous êtes les bienvenus. Merci.